En manchette ce soir, une femme séquestrée depuis près de 20 heures sur la rue Louis-Hébert. Et les passagers du Diamond Princess sont maintenant en quarantaine à Cornwall. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonsoir, bienvenue à votre téléjournal de 18 heures. Le groupe d'intervention du service de police de la ville de Gatineau se trouve toujours devant la maison sur la rue Louis-Hébert où une femme est séquestrée par un homme depuis hier soir. Marie-Pierre Hintz, vous êtes sur place. Des coups de feu ont été entendus. Le service de police de la ville de Gatineau affirme que malgré les coups de feu qui ont été entendus, personne n'a été blessé. Pour ce qui est de la situation actuelle, les policiers tentent toujours de négocier avec l'homme afin qu'il se rende pacifiquement. On doit rappeler que les policiers sont sur place depuis 23h30 hier soir. Et ce qu'on sait présentement, Marie-Michel, c'est que c'est une femme dans la quarantaine qui a été agressée par un homme de 36 ans. On ne connaît pas les motifs de la séquestration. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'homme est connu des policiers. On sait également qu'il y a eu plusieurs altercations avec cet homme dans les dernières années. Les locataires de l'immeuble voisin ont été évacués de manière préventive afin d'assurer la sécurité. Oui, il s'agit de l'immeuble qui se trouve juste à ma droite. C'est un immeuble de 24 logements. Les locataires ont par la suite été pris en charge par la Croix-Rouge. Le voisinage est quand même perturbé à la suite de cette situation. On écoute les témoignages des résidents du secteur. En 11 ans propriétaire ici, je n'ai jamais, au grand jamais, eu des problèmes ici ou quoi que ce soit le soir. Il n'y a jamais rien eu ici, c'est tranquille au bout. À notre réveil à 7 heures, on a bien vu qu'il y avait encore des polices. Puis là, on checkait sa TV, on a bien vu que quelque chose se passe, il y a un forcené. Un périmètre de sécurité a été érigé après que le suspect ait menacé de s'en prendre aux policiers. Effectivement, Marie-Michel, la circulation sur la rue Louis-Hébert est complètement fermée. Des détours ont été mis en place par les policiers afin d'éviter toute circulation et plusieurs policiers sont sur place justement afin de préserver la sécurité de tous les citoyens. Merci Marie-Pierre. On reste à l'affût de tout développement concernant la femme séquestrée. 6 mois, c'est la période de temps pour laquelle le service d'obstétrique de l'hôpital du Pontiac sera temporairement fermé. Le manque flagrant de personnel force le CISO à prendre cette décision. Il n'y a que 3 infirmières formées pour ce département, mais il en faudrait 12 pour assurer des soins de santé complets. Pendant cette pause, l'objectif est d'engager et de former des infirmières en obstétrique à l'hôpital de Chaville pour revenir avec un meilleur service. Les futures mamans pourront avoir accès à un suivi de grossesse dans le Pontiac, mais devront toutefois prévoir environ 1 heure de déplacement le jour de leur accouchement pour se rendre à l'hôpital de Gatineau ou à la maison de naissance de l'Outaouais. C'est environ 160 000 élèves d'Ottawa qui sont restés à la maison aujourd'hui à l'occasion de la grève des enseignants qui touche l'ensemble des écoles publiques en Ontario. Simon Mainville-Lépine, on parle de grève historique aujourd'hui dans la province. C'est tout le réseau des écoles publiques qui a été paralysé aujourd'hui, alors que 200 000 enseignants ont pris part à la manifestation. Ici, depuis décembre, les syndicats s'alternent les jours de grève, mais pour la première fois en 24 ans, les syndicats ont fait front commun pour contester les réformes en éducation prévues par le gouvernement progressiste conservateur. Les revendications des enseignants toucheront notamment leur salaire, mais aussi l'augmentation du nombre d'élèves par classe. En effet, les enseignants sont inquiets que l'augmentation prévue du nombre d'élèves par classe posera un obstacle à la réussite des élèves. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour le gouvernement, ça représente vraiment un gros morceau des dépenses à couper en éducation. Le gouvernement estime qu'en faisant passer le nombre d'élèves de 22 à 28 par classe, on pourrait éliminer la demande de près de 10 000 enseignants, soit une économie de 900 millions de dollars par année. Le gouvernement s'est montré relativement fermé aux demandes des syndicats et le ministre de l'Éducation s'est prononcé au sujet de la grève d'aujourd'hui.
Oui, le ministre Stephen Lex a quelque peu assoupli sa position. Il se dit maintenant prêt à discuter une réduction du nombre d'élèves par classe, cependant à condition que les enseignants acceptent les conditions salariales actuelles. Le ministre a réitéré que la priorité était la réussite des élèves et il justifiait ainsi que les dépenses en éducation qui sont actuellement liées à la compensation des enseignants devaient être redirigées directement dans les classes. Un raisonnement qui n'est pas partagé par les syndicats et la question pourrait se retrouver devant les tribunaux alors que les syndicats s'apprêtent à poursuivre le gouvernement pour atteinte à leur droit de négociation. Merci Simon. Nous allons suivre les développements avec la grève prévue mardi. Je vous en prie. Vous avez des images qui pourraient faire la manchette? Un document ou des informations privilégiées à partager? Rendez-vous sur le tvagatineau.ca dans la section Mon Scoop ou laissez-nous un message sur la ligne directe. Avec Mon Scoop, le journaliste, c'est vous. Après 15 jours de blocage ferroviaire et de manifestations autochtones en lien avec l'opposition à un projet de pipeline en Colombie-Britannique, Justin Trudeau demande le retrait des barricades et la politologue et professeure à l'Université d'Ottawa, Geneviève Tellier, est en studio avec nous pour nous en dire plus sur les décisions politiques entourant cette crise ferroviaire. Merci Geneviève Tellier d'être avec nous. Ça fait plaisir. Après 15 jours, qu'est-ce qui justifie cette demande de retrait de barricades? Bien, je pense que la demande a toujours existé. C'est juste qu'elle n'a peut-être pas été formulée de cette façon-là, d'aussi ferme par le premier ministre Justin Trudeau. J'ai l'impression que depuis 15 jours, on essaie de discuter avec plusieurs chefs des communautés autochtones. Et les discussions, c'est ce que M. Trudeau nous a dit, les discussions sont au point mort. Alors, M. Trudeau a dit, bien, il est le temps que les barricades partent. Et il exige le retrait des barricades. Par contre, comment le retrait va se faire, c'est ça qui est peut-être un petit peu moins clair. Pensez-vous que le processus aurait dû être fait autrement pour que ce soit plus efficace? C'est difficile à dire, puis une des raisons pourquoi c'est difficile à dire, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations de la part du gouvernement, donc on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. En ce moment, il y a deux visions qui s'opposent, je vous dirais, là, la méthode forte. M. Scheer, là, de la partie de l'opposition, semble prôner ça, donc d'envoyer les corps policiers pour démanteler les barricades. D'un autre côté, par contre, il y a des gens qui disent non, il ne faut pas aller vers l'utilisation de la force, ça peut avoir des dangers importants. On se rappelle peut-être des événements d'Oka d'il y a 30 ans, on ne veut pas retomber dans ce fil-là. Et donc, il y a ces deux visions-là qui vraiment... donc, c'est pas clair. Pour répondre à votre question, c'est pas clair exactement si c'est la bonne ou la mauvaise décision, mais je pense que tout le monde est un peu craintif en la matière et on pense que c'est mieux d'y aller un peu plus doucement que, justement, à utiliser la force. Et vous avez parlé du gouvernement qui n'a pas donné toutes les informations. Pensez-vous que le gouvernement aurait dû être un peu plus transparent dans cette situation? Oui, je pense que ça va directement à la crédibilité de M. Trudeau puis au style de leadership. J'ai l'impression, moi, quand j'écoutais sa conférence de presse, je me disais, bien, finalement, on aurait pu savoir ça il y a déjà plusieurs jours. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un recul en arrière d'il y a 15 jours aussi? Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pu gérer la crise autrement, informer la population pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe, rassurer les gens, il y a aussi cet élément-là. On parle de pénurie peut-être. Pour l'économie, ça pourrait avoir des impacts importants. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour rassurer les milieux d'affaires, rassurer les consommateurs aussi? Puis ça, vraiment, on n'entend pas vraiment de choses. Et en terminant rapidement, si les manifestants refusent de lever les barricades, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est le gros point d'interrogation. On ne le sait pas. En ce moment, M. Trudeau a dit, écoutez, c'est aux provinces à prendre leurs responsabilités. Et donc, les provinces, elles ont leur corps policier. Est-ce qu'on envoie les corps policiers pour enlever les barricades? Ça se fait en ce moment à Saint-Lambert, au Québec. Mais maintenant, ce qui se passe à Saint-Lambert, c'est pas la même chose de ce qui se passe ailleurs au Canada. Donc, c'est assez risqué. Alors, on a un peu un ultimatum, mais on ne sait pas. C'est faites-le, sinon quoi? Mais sinon quoi, on ne le sait pas. Eh bien, merci infiniment, Geneviève Tellier, d'être venue éclaircir le dossier sur la crise ferroviaire. Je vous en prie. Ce matin, 129 passagers et 22 membres de l'équipage du navire de croisière Diamond Princess ont finalement été rapatriés du Japon. Les Canadiens ont été placés en quarantaine pour 14 jours à l'Institut de formation NAV Canada à Cornwall. Ils devront subir 2 tests par jour, même si aucun symptôme du COVID-19, aussi appelé coronavirus, n'a été observé pour le moment. La communauté de Cornwall est inquiète. La mairesse dit que les réactions sont mixtes puisqu'ils ont peur, mais ils veulent aussi aider. La levée de la quarantaine est prévue pour le 6 mars. Et on se rappelle qu'il y a environ 40 Canadiens qui sont traités directement au Japon présentement.
Vendredi prochain, le 28 février, prévoyez-vous une gardienne si votre enfant fréquente un centre de la petite enfance, puisqu'ils seront fermés de 7h à midi en raison d'une grève, et ce, partout au Québec. La mobilisation a pour but de dénoncer les conditions de travail. On parle entre autres de semaines de travail pouvant atteindre jusqu'à 55 heures et les rémunérations presque sous le salaire minimum selon la Fédération de la santé et des services sociaux. Les représentants des services de garde en milieu familial syndiqués par la Confédération des syndicats nationaux jugent que la hausse de salaire de 6,5 % suggérée est pour le moment loin d'être suffisante. Il faut maintenant attendre de savoir si la rencontre imminente avec le ministre de la Famille, M. Lacombe, portera fruit. Tout de même, 200 points de service de garde de la petite enfance seront fermés dans la région vendredi prochain. Camille, dans l'actu cette semaine, on se demande si la société québécoise y croit à l'urgence climatique. Oui, selon le baromètre de l'action climatique qui a été publié au début du mois de février via le média 1.5, ce serait 74 % des Québécois et Québécoises qui croiraient qu'il y a urgence d'agir. L'équipe de Votre Actu est allée rencontrer un climato-sceptique, un météorologue, et ils s'entendent sur une chose, Marie-Michel, les gouvernements, eux, ne seraient pas prêts à agir. Voici donc votre actu de la semaine. Urgence climatique. Urgence climatique. Climate emergency. Urgence climatique, une expression courante dans la dernière année, mais est-ce qu'on ressent réellement cette urgence? Ouais, l'environnement à tout prix et à n'importe quel prix, je n'achète pas ça. Certains les qualifient de climato-sceptiques, eux préfèrent climato-réalistes. Parce qu'on n'est pas réellement sceptique, on accepte que il y a climat change. La part de l'homme, s'il y en a une, elle est très, très minime. Jean Duverger est un ingénieur à la retraite et un climato-sceptique. Pour lui, l'urgence climatique est purement symbolique. La fameuse COP25, la dernière de Madrid, a floppé parce qu'il y a des pays qui ont commencé à réaliser que là, il faut que je mette la main dans ma poche, il faut que je change mon économie. Les accords de Paris, c'est toutes des signatures qui veulent rien dire parce qu'il n'y a pas d'engagement. À quoi bon parler d'urgence climatique si on n'est pas prêt à agir en tant que société? C'est ce dont on discute dans Votre Actu cette semaine. C'est quoi notre responsabilité en tant que société sur le climat? Bonne question. D'abord, il faut déterminer qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Puis la réponse, probablement qu'on peut rien faire. Jean Duverger croit que l'individu n'a pas de pouvoir sur le réchauffement climatique, en partie parce qu'il n'est pas prêt à faire de sacrifices. Présentement, comme vous savez, il y a une taxe de carbone d'à peu près 4 cents. 4,92 au Québec et 4,42 en Ontario, pour être exact. 90% des gens ne le savent même pas. Ils payent, ils achètent leur litre d'essence à 1,18 $, 1,20 $, c'est pas grave. Mettez-leur une taxe carbone de 1 $, parce que le but de la taxe carbone, c'est de changer les habitudes. Avec 1 $, du jour au lendemain, toute la population est dans la rue avec des pancartes. Allons en parler avec Gilles Brier, un météorologue, un auteur et un communicateur scientifique. Est-ce que l'urgence climatique serait plus une crise politique, une crise économique? Oui, tout à fait. Parce que nos politiciens sont élus sur 4 ans. Nos manufacturiers qui font des produits, qui libèrent des gaz à effet de serre, ce qu'on regarde, c'est l'état des ventes sur 1 an. Tant qu'on ne regarde pas sur le long terme, sur 20 ans ou 30 ans, l'action sur le climat va rester futile. L'utilisation des termes comme urgence climatique, selon vous, c'est une utilisation qui est nécessaire? Écoutez, quand la maison est en feu, comment le dire à des enfants qui quittent la maison? On n'y échappe pas. Ça prend du danger qui est exprimé. Sur ce, on se retrouve ici pour plus de contenu sur l'urgence climatique. À une prochaine actu. Au sport, les sénateurs d'Ottawa se sont inclinés hier soir face aux Jets de Winnipeg par la marque de 5-1. Le seul but a été compté par Nick Paul sans aide à la moitié de la première période. Demain soir, l'équipe accueillera les Canadiens de Montréal. Clin d'œil météo en terminant, on attend une fin de semaine nuageuse. Toutefois, les temps seront doux à Ottawa et à Gatineau. Cette nuit, on attendra 30 % de précipitations de neige et on pourra ressentir jusqu'à moins 12 degrés avec le facteur éolien. Demain, ce sera encore nuageux, mais tout de même doux puisqu'on prévoit un maximum de 1 degré et dimanche, 2 degrés. Par ailleurs, on vous rappelle d'éviter le secteur où a lieu la séquestration présentement survenue sur la rue Louis-Hébert. Toutefois, tout est sécurisé, mais on vous rappelle si vous pouvez, de ne pas circuler dans cet endroit. C'est ce qui conclut votre téléjournal. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur notre application ou sur notre site web tvagatineau.ca.
Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Merci.